the outskirts of Paris, the veterinary school of Maison-Alfort houses a permanent exhibit of a remarkable anatomical collection from the middle of the 18th century. These strange figures with their grimacing faces are at first sight quite frightening. They are known as écorchés. The French word means flayed, and are all that remains of the work of Honoré Fragonard, a famous anatomist of the Age of Enlightenment who has now been all but forgotten. Of the thousands of exhibits he prepared, only 20 have miraculously survived. To the observant visitor, these pieces tell a story, that of Fragonard and his century, which was, in every respect, a revolutionary era. Not a single portrait exists of Fragonard, nor did he leave any writings. How could this anatomist, so much admired during his lifetime, have been so forgotten by history? Honoré Fragonard was one of those men whose life and passions are inseparable. He was born under the Ancien Régime. At the time, France was the most populous country in Europe, and its agriculture was undergoing profound reforms. Ideas put forward by the Enlightenment regarding religious tolerance and scientific rationality were seeping into every walk of life. Fragonard fully participated in the great adventure of his time. Nous n'avons pas eu le plaisir d'être présentés. Diogène Cumin, négociant. Honoré Fragonard, chirurgien et professeur d'anatomie. Et voici ma femme, Laetitia. Vous avez d'intrigantes lectures, monsieur. Mais pourquoi faut-il que l'intérieur du corps soit si répugnant? Mais il ne l'est pas le moins du monde, madame. Sinon, pourquoi l'enveloppe serait-elle belle et si éphémère? Pratiquer l'anatomie est dans son genre une forme d'art. Honoré Fragonard fait partie de ces anatomistes qui ne sont pas connus par leur écrit, mais par les œuvres qu'ils ont créées, par ce qui est le corps du métier, c'est-à-dire la dissection, et puis sa conservation, c'est-à-dire la préparation anatomique. Et on aurait pu ne jamais connaître son nom. Et sans un professeur d'anatomie qui s'est un jour demandé qui avait bien pu fabriquer ces écorchés qu'on trouvait au musée de l'école vétérinaire, un anatomiste de la fin du 19e siècle, on n'aurait jamais su que Fragonard avait existé. Our story begins in the town of Grasse, in Provence, under the reign of Louis XV. Honoré Fragonard was born into the provincial bourgeoisie that would participate in the revolution in 1789. His father had a shop selling gloves and perfumes in this town which was already famous for its perfume. Honoré Fragonard was born in 1732, like his cousin Jean Honoré, the future painter. Their first names were almost identical, but their lives would be very different. As a painter of moral freedoms and fine living, Jean Honoré became rich and famous in Parisian high society, whereas Honoré was forever bent over the dead in cold dissection rooms. He would spend a solitary life in the shadows. After his father's death, Honoré began to train as a surgeon and studied human anatomy by dissecting corpses. He would close off one of the last great chapters of an age-old story. L'histoire de l'anatomie, en fait, c'est une histoire gigantesque et passionnante, mais on pourrait résumer l'affaire en disant que c'est l'histoire d'une conquête, de la conquête du corps, et qui engage en réalité, comme n'importe quelle autre conquête, des armes. Ces armes-là sont des instruments. On peut en voir un certain nombre ici dans les vitrines du musée d'histoire de la médecine. Mais moi, je dirais que plutôt que les instruments chirurgicaux, c'est surtout la main et c'est surtout le regard qui sont les véritables armes de cette conquête du corps. Et très longtemps, l'anatomie est un phénomène social qui engage donc un public dans des amphithéâtres pour assister à un événement très impressionnant, très significatif. C'est la découverte des mystères qui gisent à l'intérieur du corps, du cadavre.
It was towards the end of the Middle Ages that dead bodies were first dissected in Europe in the search for knowledge. Medicine slowly distanced itself from a mere book-based discipline dating back to antiquity and adopted a more empirical approach based on observation of the body. This revolutionary approach entirely transformed medical practice and its organization. Until then, surgery had been practiced by barbers who were despised by doctors. But the creation of the French Royal Academy of Surgery in 1731 ennobled the surgeon's profession, giving it the status of a true medical discipline. Honoré was accorded this new status. At the age of 27, he was admitted into the Surgeons' Corporation of the town of Grasse. The year was 1759. His older brother, who had taken over the family perfume business, was the first to hear of this achievement. Oh, je te félicite! Merci. Viens là que je t'embrasse. Respire. C'est le parfum de la vie. Ça sent quand même meilleur que le fumet des entrailles, hein? Mais l'odeur des entrailles, c'est aussi celle de la vie, tu sais. Décidément, je t'admire. Mais j'avoue avoir du mal à m'imaginer à ta place. Tu vas passer ton temps avec des viscères, alors que tu pourrais le faire avec des fleurs. Ouais, mais si on aime la vie, on peut développer le désir de savoir comment elle fonctionne. Quel mécanisme l'anime. Quand tu ouvres un corps, tu éprouves une force immense et dans le même temps un calme et une sérénité incroyables. Dans cette histoire des dissections anatomiques, il y a quelques ouvrages marquants, dont celui-ci, par exemple, très connu, d'André Vézal, anatomiste bruxellois, qui s'intitule De Humani Corporis Fabrica, le plus beau livre de médecine qui a été publié à cette époque, et l'un des plus célèbres de tous les temps. In On the Fabric of the Human Body, which was published in 1543, Andreas Vesalius examined every detail of the profession of the anatomist, who would often be a surgeon like Fragonard, itemizing the arsenal of dissecting instruments, scalpels, knives and saws. L'instrument décisif, c'est la main de l'anatomiste. Vézal lui-même, qui, dans une séance d'anatomie, il va enfoncer ses doigts dans la matière cérébrale pour montrer des choses, ou qui va enrouler l'intestin d'un cadavre autour de son bras, et à la fin, il prend le bout de l'intérieur du corps et il enlève le tout pour la démonstration de l'intestin. Fragonard spent many long hours dissecting the human body to get to know its muscles, nerves and tendons, its whole structure. By nature quiet and introverted, he dedicated himself body and soul to his work. Like all men of the Enlightenment, he favored observation and analysis over dogmas imposed by religion or handed down from antiquity. He put all his faith in the experimental method. Au temps de Fragonard, eh bien, la dissection était probablement beaucoup moins codifiée qu'aujourd'hui, parce que c'était une période de découverte. Et donc Fragonard fait exactement a dû faire ce que je fais là, c'est-à-dire découvrir l'anatomie tout doucement à la lame du scalpel en cherchant les plans de clivage des muscles. On était encore dans une période de découverte, de description des formations anatomiques. Voilà, donc on fait apparaître les muscles. On peut remonter ces muscles, hein, comme je le fais ici, et on voit apparaître à ce moment-là les jolis tendons nacrés. Donc l'anatomie, ça a quelque chose d'artistique, puisque au premier abord, on ne trouve rien, et il faut sculpter le corps pour que la pièce corresponde à la théorie. La dissection a permis d'établir la théorie, mais la théorie, une fois établie, eh bien, il faut la révéler à chaque séance de dissection pour expliquer le fonctionnement du corps. Donc Honoré Fragonard, né en 1732, soit à peu près 2 siècles après la parution de ce premier ouvrage qui marque la révolution de l'anatomie. C'est le traité d'anatomie d'André Vézal. Et ce volume présente des planches d'illustration qui sont absolument superbes, avec des grands écorchés qui sont mis en scène du reste. Cette anatomie humaine, elle est transposée très rapidement en Italie au cheval, qui est un animal noble, par Carlo Ruini.
Alors qu'est-ce qu'il en reste au niveau des maréchaux, c'est-à-dire des vétérinaires de ces temps-là? Et regardons par exemple ce traité du XVIIe siècle, qu'on appelle, qui est le Nouveau Maréchal, de Gervase Markham. On comprend tout en regardant une des planches, avec la représentation des os qui est complètement farfelue, des os qui n'ont aucune orientation correcte, il n'y a même pas le bon nombre de vertèbres, et en réalité on est là sur l'interprétation d'un texte de Végèse, c'est-à-dire un texte de l'Antiquité. Rien n'avait évolué dans la pratique et dans les connaissances des maréchaux depuis l'Antiquité. Celui qui va réformer en France en profondeur cette anatomie, c'est Claude Bourgelat, qui sera par la suite le créateur des écoles vétérinaires. Claude Bourgelat was director of the Riding Academy of Lyon, a squire of the minor nobility who was also trained as a lawyer. As an encyclopedist close to D'Alembert, he wrote well-received books which made his name in the world of horses. His Elements of Horsemanship collated new knowledge regarding the anatomy of the horse, as well as shoeing practices. It was around this time that he met Henri-Léonard Bertin, intendant of the Lyon region and future finance minister of Louis XV. Une bête en pleine forme. La France a des hommes en abondance pour faire la guerre, mon cher Bertin, mais pas assez de chevaux. Il faut les préserver. Les rois de France ont trop l'habitude des guerres pour l'ignorer. Et vous qui fréquentez notre roi de près, vous ne pouvez pas lui demander d'accélérer les choses? Les choses avancent, mon cher Bourgelat. Le Conseil d'État devrait vous donner satisfaction. Nothing at that time happened in society without horses. There was a continuous demand by the cavalry for the purpose of war. But the countryside in the 18th century was also undergoing a rapid agricultural development, accompanied by the spread of towns. Horses were mobilized to work the land, but also to transport merchandise and people. On the eve of the Revolution, there were more than 1.5 million horses in France. This number multiplied the problems related to their breeding and care. Claude Bourgelat was well aware of this. He was one of the first to realize that anatomy was key to an improved knowledge and better treatment of horses, the first steps towards the invention of veterinary medicine. But he also realized that attention had to be paid to all species which were used for agriculture, not just horses, but also cattle, sheep, and goats. This contrasted with the attitude of the farriers, who had maintained a long tradition of empirical treatments reserved exclusively for horses, neatly summed up by the saying, "For the want of a shoe, the horse was lost. For the want of a horse, the kingdom was lost." Thus it was that Bourgelat's project found favor with King Louis XV. The veterinary school which he founded in Lyon in 1761, the first in the world, confirmed the victory of the riders and men of science over farriers and various other kinds of horse doctor. J'aimerais aussi quelqu'un qui m'aide à s'occuper de cette école et qui soit anatomiste pour la démonstration aux élèves. Je vous ai écrit à ce sujet, vous ne m'avez pas répondu. J'ai songé à votre problème. Et je puis à présent vous recommander un jeune homme chirurgien, certes, mais qui a de bonnes connaissances médicales et un talent certain pour la... comment dire, pour la découpe. J'ai fait sa connaissance à Lyon. C'est un certain Honoré Fragonard. Fragonard, c'est un nom qui effectivement me dit quelque chose. Il est bon pour exposer aux élèves, car c'est surtout ça dont j'ai besoin, puisque la matière à enseigner est déjà dans les livres, et notamment dans les biens. Il a du doigté, une certaine prestance. Je le crois honnête, pas savant. Quelqu'un qui ne vous fera pas de l'ombre et qui saura vous être reconnaissant. C'est tout ce que vous cherchez, n'est-ce pas, Bourgelat? Je cherche à servir le roi, la France et la science. Monsieur le contrôleur général des finances. Avec Fragonard, comme avec Bourgelat, on est dans la continuité d'une grande tradition amorcée à la Renaissance, qui fait qu'il y a eu un développement quasi parallèle des grands traités d'analyse anatomique et médicaux et des grands traités d'art équestre, avec une interpénétration entre les deux. Donc la rencontre dans la pédagogie d'un grand établissement qui avait comme centre d'intérêt de s'intéresser à l'ensemble de l'économie animale, plus particulièrement des chevaux, mais aussi des autres animaux, imposait la présence d'un anatomiste. Savez-vous, Fragonard, que nous vivons une époque remarquable? Les Anglais ont peut-être les machines et l'Amérique, mais nous avons
la science et la bonne philosophie. Et notre projet agrandira le prestige de la France. Par conséquent, la mission que je vais vous confier est de la plus haute importance parce que nous sommes des pionniers. Vous comprenez cela? J'en suis parfaitement conscient, monsieur Bourgelat. Ce n'est pas à la légère que je vous ai choisi et accordé ma confiance. C'est parce que vous avez un grand talent. J'espère de tout cœur être à la hauteur de vos espérances, monsieur Bourgelat. Bien. Votre tâche consistera effectivement à diriger cette école vétérinaire, la première de France, ne l'oubliez pas, et à enseigner l'anatomie en faisant des démonstrations aux élèves. En outre, vous tiendrez mensuellement les états de recettes de la pharmacie, des écuries et de la maréchalerie. Vous toucherez 1200 livres par an. Ces tâches et ces conditions me semblent parfaitement honorables. Ah, je tiens absolument à ce que les élèves recopient les livres qu'ils doivent connaître, car c'est en les recopiant que la matière se gravera dans leur mémoire. Pour enseigner l'anatomie, il y avait une méthode privilégiée qui était la dissection directe du cadavre. Mais cette dissection ne pouvait se réaliser que pendant les périodes froides de l'année, tout simplement parce que les cadavres se putréfiaient dans les salles de dissection. Alors Fragonard utilisait quelque chose qui était extrêmement classique à cette époque-là, qui était des écorchés, c'est-à-dire des momies, des pièces desséchées, qui étaient conservées pendant une dizaine à une quinzaine d'années et qui permettaient de montrer les formations anatomiques pendant la période chaude, notamment durant le printemps et l'été. Il a donc fabriqué des écorchés, non pas dans un objectif artistique, il a fabriqué des écorchés pour enseigner comme moyen pédagogique l'anatomie à ses élèves. Bien, j'espère que vous êtes frais dispo. Je vous ai préparé aujourd'hui un exercice qui, pour une fois, ne tâchera pas vos tabliers. Chabert, les livres, merci. Vous avez sous les yeux des chefs-d'œuvre d'une littérature qui vous est familière, n'est-ce pas? Bien, parcourez-les maintenant. Et j'aimerais que vous me répondiez à une seule et petite question. Qu'est-ce qui leur manque? Que manque-t-il à ces images de préparation anatomique? Bah, l'odeur. Vous faites, s'il vous plaît. Non. Ce qui leur manque, le relief. Pour préparer un écorché, Fragonard devait d'abord choisir le corps. Alors si c'était un corps humain ou même un corps animal, il essayait de prendre un individu qui était si possible jeune, c'est-à-dire qui ait des artères souples et non pas les artères calcifiées d'une personne plus âgée. Ça facilitait les injections. Pour faire l'injection, il ouvrait le thorax. Il préparait à côté un mélange qui était fait de graisse de mouton, résine de pin, essence de térébenthine. Il plaçait ça dans un clister, une grosse seringue métallique. Il poussait ensuite brutalement cette injection et elle partait ainsi dans tout le système vasculaire. Elle empruntait donc l'aorte, par exemple ici, se répartissait à l'avant-main, mais également via le ventricule droit, partait dans les artères pulmonaires. Il attendait un petit peu que l'injection refroidisse et le corps était prêt ensuite à être disséqué. Une fois que la chose était faite, il fallait momifier le corps. Et pour momifier le corps, on le plaçait dans un bain d'alcool, si bien que par effet osmotique, l'eau des cellules partait dans l'alcool et l'alcool rentrait dans les cellules. On obtenait un corps qui était déshydraté, mais dont l'apparence était humide. On sortait ce corps à ce moment-là du bain d'alcool et on le mettait à sécher. Alors on ne mettait pas à côté d'une flamme, bien évidemment, mais on le mettait dans un endroit très aéré qu'on appelait le séchoir et qui était en général au-dessus de l'amphithéâtre d'anatomie. L'air ensuite faisait son effet, l'alcool s'évaporait et le corps était sec. Il fallait ensuite repeindre en surface les artères en rouge et les veines en bleu. Messieurs, notre cadavre ne saurait tarder. Mais vous allez voir, aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel cadavre. Je suis toujours vivant, monsieur le professeur. Un peu de patience. Monsieur le ministre,
This écorché by Fragonard evokes a biblical scene, that of Samson fighting the Philistines with the jawbone of an ass. But Fragonard altered this man's anatomy. With his porcelain eyes bulging out of his head, crushed nose, ears standing out from his head and grimacing mouth, the whole impression is one of extreme violence. Stage managing the body in such poses was a classic technique of anatomy books, giving a sense of the muscles, arteries, and other anatomical features in lifelike movement, rather than portraying a merely morbid spectacle. The school was such a success that in 1764, Bourgelat was promoted to the post of Commissioner General of the Stud Farms of Paris. He wanted to move the college to the capital, but both the king and Bertin were against this idea, and commissioned him with the founding of a new school in Paris to meet the growing demand for veterinary care. Voyez, Fragonard, nous essaimons. Et Paris, la ville que le monde entier nous envie, sera bientôt le centre d'une toile d'où triompheront partout les lumières de nos enseignements. Vous restez directeur et professeur d'anatomie, mais à l'école vétérinaire de Paris. Je tiens à vous associer à ce succès. Faites vos bagages, Fragonard. Un beau verre. Accompanied by a colleague and a few students, Fragonard left Lyon in 1765. They set up the new school in the Alfort estate near Paris, which Bourgelat had just bought. This estate, where Honoré Fragonard honed his considerable skills as an anatomist 2 centuries ago, is still home to the veterinary school today. 1, 2, 3. Oh punaise, c'est une horreur. Vas-y, toi attrape la patte. Allez, maintenant, il faut tirer complètement sur l'arrière. Allez, ok. Allez-y, on le pousse. Voilà, c'est bon. Et là, ici, j'attrape la jonction duodénum ascendant jéjunum. Je pose mes ligatures. Vous imaginez quand il faut sortir ces segments ? As in Lyon, Fragonard dissected and taught. Hidden away in his laboratory, he ceaselessly produced his increasingly spectacular anatomical pieces. Maître, désolé de vous déranger, on a apporté un paquet pour vous. Merci. C'est magnifique. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Et personne n'a jamais vu une chose pareille. Parce qu'elle est unique. Il paraît que vous avez fait sensation lors de votre dernière leçon. J'aurais présenté une préparation anatomique particulièrement réussie, c'est exact. On m'a raconté, oui. Mais comment diable faites-vous donc? Avec quoi parvenez-vous à ce résultat? Du doigté. Toujours ce goût du mystère, hein, Fragonard? Cela fait un certain temps que nous travaillons ensemble, mais se connaît-on vraiment? Il est rare qu'une bouteille de vin nous réunisse comme ce soir. Je travaille actuellement sur un livre sur l'anatomie du cheval. Voudriez-vous y jeter un coup d'œil? Et si vous avez quelques petits conseils à me donner, de grâce, n'hésitez pas. J'ose aller plus loin. J'aimerais que vous y apportiez votre contribution concernant les coupes anatomiques
et les commentaires. Me comprenez-vous? Il en sera fait ainsi, monsieur Bourgelat. J'ai entendu dire que vous travailliez en secret sur des pièces un peu particulières. M'en direz-vous davantage? Ma méthode n'est pas suffisamment au point pour pouvoir la révéler. Fragonard avait en gros 3 secrets. Le premier, je vous l'ai déjà dit, il utilisait du suif de mouton. Et le suif de mouton, qui était très courant au XVIIIe siècle, il servait notamment à faire les chandelles, ce suif de mouton n'était pas chargé avec de la cire d'abeille, ce qui était la technique classique. La cire d'abeille fond autour de 70 degrés. Et utiliser de la cire impliquait de réchauffer les corps énormément. C'est-à-dire qu'on prenait le cadavre et on le baignait littéralement plusieurs heures dans de l'eau qui était maintenue très chaude, de manière à ce qu'il soit, pardonnez-moi l'expression, chaud à cœur. Et de telle façon que le mélange bouillant qui était envoyé dans le cœur n'allait pas être bloqué par un refroidissement ponctuel. Alors, en retirant cette cire, il assurait un très grand succès à ses injections et il a été connu dans toute l'Europe pour cette incroyable aptitude à injecter les cadavres. Deuxième particularité, il ne mettait pas de colorant dans ses injections veineuses. Classiquement, on mettait du colorant bleu pour marquer les veines. Lui ne le faisait pas, et l'intérêt, c'est qu'il diminuait la viscosité du mélange et ça diffusait beaucoup mieux dans les segments veineux. Et la troisième particularité, c'est cette fameuse térébenthine de Venise qui préservait les écorchés des attaques des insectes, alors qu'on utilisait des vernis à l'alcool assez simples, mais qui ne protégeaient pas contre ces insectes. 7 livres et demi de vernis. 4 ciseaux pour briser les os. 4 étuis de scalpel et 4 couteaux à disséquer une tête de bœuf. Un sujet humain, 3 livres et 4 sous. 4 paires d'yeux d'émail à 3 livres. Honoré Fragonard a choisi de mettre en scène ses écorchés. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé les cadavres comme ça posés sur des tables ou sur des planches, mais il les a érigés, et il a mis cet homme sur un cheval, ce cheval est au galop. C'est une représentation qui est extrêmement classique dans l'anatomie, car l'anatomie doit être vivante. Et pour être vivante, pour mettre en jeu les différentes structures anatomiques, les muscles, eh bien, on ne doit pas simuler la position du cadavre qui renvoie à la mort, mais au contraire positionner le corps pour qu'il donne une apparence de vie. Et on sait par un écrit de Fragonard que cette pièce-là, très spectaculaire, servait à comparer les muscles de l'homme et les muscles du cheval. Et il s'est trouvé confronté à une analogie de forme entre l'humain et le cheval. Finalement, on retrouve les muscles, les mêmes organes dans ces deux espèces. Et progressivement est arrivée l'idée que c'était un continuum zoologique. Et donc Fragonard a participé à ce moment très particulier où l'homme, fait à l'image de Dieu, progressivement est rentré dans le règne animal, ce qui est une posture qui est pré-darwinienne, qui va être confirmée par cette théorie de l'évolution. La mâchoire inférieure est plus petite que la mâchoire supérieure. Fragonard was a pioneer, diversifying from human anatomy to that of other animals. He had no previously established body of knowledge available, other than for horses. He was part of the great comparative movement which inexorably drew mankind and the animals closer together, and which culminated a century later in Darwin and his theory of the evolution of the species. Without worrying about transgressing religious dogmas, Fragonard was following in the footsteps of the Comte de Buffon, the famous naturalist whose natural history, general and particular, established the similarities between human beings and apes, and the possibility of a shared genealogy.
Vous voyez ici le 4e tome de l'histoire naturelle générale et particulière de Buffon. On vit littéralement dans cette première édition l'histoire de cette première œuvre encyclopédique qui touche aux animaux. Et par exemple, si vous regardez le début, ça commence par des lettres de messieurs les députés syndics de la faculté de théologie à monsieur de Buffon, la réponse de monsieur de Buffon à messieurs les députés. Et il y a donc des échanges avec les théologiens qui contestent certaines parties de cette histoire naturelle de Buffon, qui notamment préfigure la dérive des continents. Dès lors, remet en cause la Genèse. Et bien sûr, les théologiens s'offusquent de cette première remise en cause d'un dogme religieux par la raison scientifique. Et c'est très rigolo parce que vous avez tous les griefs qui sont faits à Buffon, et il va faire une déclaration, une amende honorable. Je déclare, premièrement, que je n'ai eu aucune intention de contredire le texte de l'Écriture, que je crois très fermement tout ce qui y est rapporté sur la création, soit pour l'ordre des temps, soit pour les circonstances des faits. Vous voyez que là, il y a un affrontement entre la raison scientifique, la découverte scientifique, les théories scientifiques et, d'un autre côté, les Écritures. Buffon's work was public knowledge, and there is no doubt that Fragonard would have consulted it in the rare moments of respite he took from his immense task. At Bourgelat's request, Fragonard put together at Alfort a collection of large skeletons and anatomical preparations, to which he added the most beautiful pieces he made with his students. This exceptional collection at Alfort became an indispensable destination for naturalists, anatomists, and doctors from all over Europe. They came also to admire Monsieur Fragonard's beautifully executed injections, as described in travel stories and scientific works of the time. Fragonard, il est arrivé. Le fruit d'un fameux labeur. Précis anatomique du corps du cheval. L'éditeur a admirablement travaillé. Ce livre deviendra un classique. Par Bourgelat? Sans votre aide pour ce livre que j'ai moi-même conçu, il n'aurait pas cette allure. Et je tenais à vous offrir en primeur cet exemplaire pour vous prouver ma plus sincère amitié. Ne me remerciez pas, vous êtes mon plus fidèle adjoint. Allez, je vous laisse à votre travail et retourne à ma tâche. It was Bourgelat's habit to publish the work of his collaborators under his own name. It is well established that much of the treatise on the anatomy of the horse was Fragonard's work, yet his name was not mentioned. But his growing reputation earned him invitations to dinner at Versailles from Bertin, finance minister to Louis XV, who was one of his staunchest admirers. Il paraît, monsieur, que votre talent a dépassé nos frontières et que l'on ne parle plus que de vos écorchés. Ce sont simplement des sujets d'études scientifiques et de démonstrations pour mes élèves, madame. Je me suis laissé dire que vous pratiquez des mises en scène morbides, s'inspirant de la mythologie, voire même parfois de la Sainte Bible. J'agis parfois au gré de ma fantaisie, c'est vrai. Mais je crois en effet qu'il faut toujours s'efforcer de mettre un peu d'art en toute chose. Pour ma part, je ne tolère les animaux découpés que dans mon assiette. Ill at ease and sometimes mocked for the unfashionable cut of his clothes, Fragonard renounced these gatherings and isolated himself further. By the end of the 1760s, Fragonard could no longer bear Bourgelat's domineering ways, while Bourgelat took umbrage with Fragonard's growing reputation, and bridled in particular at his friend Bertin's admiration for his most faithful assistant. Je crois que j'ai droit à des explications, monsieur Bourgelat. Vous transformez en furie, voilà qui vous changera de votre mutisme. Expliquez-moi pourquoi vous ne voulez plus que mon frère s'occupe du jardin des plantes. C'est un désaveu qui revient à le chasser de l'école. Et pourquoi avoir retiré la pharmacie de mes attributions? Je n'ai pas à me justifier. Surtout si votre comportement à l'instant est indigne de vos fonctions. La vérité, c'est que vous voulez faire le vide autour de moi. Mais pour qui vous prenez-vous donc, monsieur Fragonard? Ce sont manifestement là des propos d'un esprit dérangé. J'aurai l'indulgence de les mettre sur le compte de la surcharge de vos activités. Je ne suis pas votre laquais. Vous n'êtes qu'un professeur. Et rappelez-vous que les professeurs sont comme des gens à gages, que l'on peut congédier au moindre mécontentement. Vous oubliez ce que vous me devez, monsieur Bourgelat. Non, monsieur Fragonard, c'est vous qui oubliez ce que vous me devez. C'est moi
qui est sorti du trou, ce petit provincial que vous êtes manifestement resté. Le sieur Fragonard souffle l'esprit de la discorde dans l'école depuis plus d'une année. Sans doute sa santé est-elle altérée par une pierre qu'il a dans les reins et une dans la vessie. Nous ne devons cependant pas l'abandonner. Ce que je demande à Monseigneur, c'est d'avoir pitié d'une pauvre tête égarée qui se ressent à Paris de la chaleur du soleil de Provence. Et je propose de lui accorder, après son départ de l'école, une pension annuelle de 600 livres. Maître! Mes compagnons et moi-même avons quelque chose pour vous. Toujours en tête, Flandrin. Même un jour comme aujourd'hui. Veuillez accepter ce présent. Il est le témoignage de notre gratitude. Merci, Flandrin. Merci à tous. Cela ne réparera pas l'injustice. J'espère que vous vivrez demain dans un monde qui tentera de le faire. Merci. In dismissing Fragonard, Bourgelat created an insurrection among his students with his despotic methods, to such a point that he had to go to Alfort to calm tempers down. Donc après son renvoi en 1771, Honoré Fragonard se trouve sans ressources. Il a une petite rente qui lui est délivrée chaque année, mais il va se mettre à fabriquer, et on le sait par la lettre de 1792, en grand nombre des préparations anatomiques qui vont venir peupler les cabinets des curieux. C'est le terme qu'il utilisait lui-même, Fragonard, le terme de curieux recouvrant, étant symétrique d'amateur, signifiant amateur, donc de personnes qui faisaient des collections. Le cabinet de curiosité étant à l'origine, quelle que soit son échelle, la traduction d'une sorte de volonté de décrire l'univers, et de décrire l'univers sous tous ses aspects. Ils sont résolument macroscopiques à l'origine. On va rassembler tous les échantillons possibles de toutes les formes d'occupation de la Terre. Alors ça va avec les grandes découvertes. Avoir dans son cabinet de curiosité une momie inca ou une parure indienne va être la preuve d'une importance sur la découverte des nouveaux terrains, etc. In the 18th century, the Cabinet of Curiosities trend was spreading throughout society. Merchants would return from their ocean voyages with specimens and samples for the scholars of the day and an increasingly cultivated public, which read Diderot and d'Alembert's encyclopedia. These cabinets of natural history exhibits were sometimes filled with anatomical pieces too. In that of the Duc d'Orléans, which is now dispersed, one could admire anatomical waxes by the famous waxworker André Pinson, who later became Honoré Fragonard's own wax modeler. La femme à la larme est particulièrement spectaculaire. Elle présente une face où on voit une larme qui coule de l'œil, et puis de l'autre côté, c'est une coupe sagittale de la tête qui montre l'encéphale, le cerveau. En fin de compte, on a l'impression de voir le siège des émotions qui sont témoignées par cette larme qui descend sur la joue. Les pièces de Pinson sont remarquables par la qualité artistique ou la qualité esthétique qu'elles renferment, à la différence des pièces peut-être de Florence qui sont beaucoup plus anatomiques avec des détails foisonnants. Celles de Pinson sont très sobres. A contemporary of Fragonard, Felice Fontana was the founder of a waxwork studio in Florence, which in the middle of the 18th century made anatomical waxworks for teaching purposes. Like Fragonard, he wanted to serve science, but he made the exhumation of dead bodies obsolete with his incredibly realistic creations. By means of his Venus with intestines, vessels, and entire lymphatic system spread out, something impossible to display in nature, Fontana created a work of artificial anatomy which scoffed at the limitations of mere dissection.
À l'époque de Fragonard, on est dans le point culminant ou l'aboutissement de tout un processus historique de très très grande ampleur depuis la fin du Moyen-Âge, mais en tout cas depuis la Renaissance, qui a bouleversé, qui a changé en profondeur le regard sur le corps. Du fait d'avoir comme matière de travail des corps morts, des cadavres. On part à la recherche des sources de la vie en travaillant sur des objets morts. Le cadavre est avant tout, en ce sens-là, une limite, quelque chose qui marque justement la frontière qu'on ne peut pas dépasser. In the 20 years following his dismissal, Fragonard exploited the fame he enjoyed among curious Parisians to earn a living and build up a huge collection of anatomical preparations. During this period, in which history has lost his trace, he must have dissected hundreds of bodies. Il m'en faut de plus frais. Il y a des cours d'anatomie dans tout Paris. D'autres s'en contenteront. Les clients sont exigeants, et moi aussi. Allez donc les ramasser directement dans la rue, si vous les voulez plus frais. C'est ça, va les ramasser dans la rue. Un des problèmes qui se posent, et surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est l'approvisionnement de cadavres. Des réformes dans l'enseignement médical veulent, à Paris, veulent que chaque étudiant puisse avoir son propre cadavre à disséquer. Et donc la demande de corps morts va exploser et l'offre ne sera pas suffisante et donc on assistera à une pénurie constante par les voies officielles, légales, réglementées, établies. Ce qui se développe par conséquent, c'est une sorte de marché noir de cadavres, des individus qui d'une part, volent les corps dans le cimetière, qui ensuite, dans les heures de la nuit, écoulent leurs marchandises dans les rues de Paris. Et une fois que la dissection a été faite, il faut se débarrasser des débris. Et donc, on a des descriptions d'une ville où des morceaux de corps pullulent ici et là, puisque les étudiants de médecine, de chirurgie, se débarrassaient tout simplement des choses dans la rue, voire les brûler dans des greniers, ou bien on les jetait dans la Seine. Pour nous, le siècle des Lumières, c'est la rationalisation, c'est l'application des règles de la raison pour lire le monde, mais en même temps, il y a des curiosités qui sont beaucoup plus troubles. Alors, on sait très bien comment on passe de l'exécution capitale au corps de l'écorché dans certains amphithéâtres. Il y a tout un lien à ce moment-là entre les différentes manifestations, interrogations de la science. Lorsqu'on a exécuté toute cette bande de bandits de la bande d'Orgères qui pillaient les fermes de Beauce, on a envoyé un anatomiste pour immédiatement figer leur tête dans ce qui n'était pas encore du formol, parce que tout le monde est persuadé qu'on va y lire dans la disposition des traits, l'organisation du visage, les principaux caractères de la physiognomie qui permet d'interpréter le tempérament des gens, etc. C'est un phénomène qui lie tout. In 1792, at the very height of revolutionary fervour, we again find trace of Fragonard. Amidst these political upheavals, he glimpsed the possibility for advancing the cause of anatomy. Mademoiselle ? Mademoiselle, citoyenne Dumas. Et toi? Je dois être le citoyen Fragonard. Où emmenez-vous la tête de ce pauvre bourg? Dans les rues de Paris. Et puis, en enfer. He wrote a report for the Legislative Assembly proposing the creation of a national exhibition room of anatomy comprising 1,500 exhibits from his own collection. Citoyen, la nation française possède à peu près tout ce qui est nécessaire pour faire fleurir toutes les sciences, excepté l'anatomie.
Nous venons proposer à l'Assemblée nationale une institution qui nous manque. Institution sans laquelle la médecine et la chirurgie seront toujours stationnaires. L'établissement d'un cabinet anatomique national. Il faisait valoir à la nation l'intérêt d'un tel établissement qui présenterait plusieurs milliers de préparations anatomiques propres à faciliter l'enseignement, la formation des médecins et des chirurgiens dont la Révolution avait tant besoin à cette période-là, notamment sur les champs de bataille. His project was never realized. But Fragonard did play an active role in the educational policies put in place by the Young Republic in 1793 to replace the institutions which had been overthrown. En même temps qu'il y a rupture, il y a recherche de reconstruction de l'univers en conformité avec les nouveaux idéaux de la pédagogie républicaine, et c'est l'âge, c'est le moment où Condorcet et les conventionnels vont élaborer le plus grand projet de réorganisation de l'enseignement qui aura été fait après la chute de la monarchie et avant les mises en place du XIXe siècle. After the abolition of the academies, the painter David, a close acquaintance of Robespierre, proposed the creation of a national jury of the arts, consisting of strong souls with a feeling for what is real and great, which comes from the study of nature. Among the 55 personalities he nominated were the two Fragonard, the painter and the anatomist. Ce n'est plus un atelier, c'est une ruche. C'est la révolution en marche, dans tous les domaines, même celui de l'art. Et c'est l'heure de rassembler et combiner les talents au profit de la patrie. De combiner les talents? J'ai beaucoup d'estime pour vous, et l'anatomie me passionne. Venez voir. Vous démontez les corps, et moi je les remonte. Regardez. D'abord le squelette, puis les peaux, les muscles, les vêtements, et le tour est joué. Votre démonstration est éloquente. La Révolution a besoin d'hommes comme vous. Fragonard was also a part of the Temporary Commission of the Arts, whose mission was to preserve the precious monuments, useful collections, and scholarly heritage to which France lays claim, the huge quantity of which bodes well for the establishment of a large number of exhibition rooms and museums throughout the Republic. The preservation of the national patrimony became a matter of the greatest importance to the revolutionaries, who invented the concept of museums open to everyone. Fragonard contributed by going to Alfort to carry out an inventory. There he was confronted with a sorry spectacle. The collection to which he had devoted so much time and effort had been left abandoned and was in a pitiful state. In his own hand, he wrote out the inventory, on 186 folio pages, of 3,033 pieces, and requested they be transferred to Paris. In 1795, he became the director of anatomical preparations at the New School of Health in Paris. The discovery of the body and all its organs was now complete. Henceforth, anatomists would be more interested in pathological conditions, and it was Fragonard's successor at the School of Health, Guillaume Dupuytren, who would become the uncontested master of this discipline. Dans la première moitié du 19e, par rapport à l'époque de Fragonard et par rapport à toute la tradition anatomique antérieure, on a changé d'époque. On est, en réalité, entré dans, en quelque sorte, la grande époque de l'anatomie pathologique, où on va établir les corrélations entre les lésions des organes qu'on va constater dans les autopsies après la mort et les symptômes de la maladie de l'individu. On conserve ici donc des pièces qui ne sont plus d'anatomie normale, comme c'était le cas chez Fragonard et avant lui. Ces pièces sont destinées à montrer l'éventail des anomalies de la nature, en quelque sorte, ou des conséquences des maladies sur l'organisme. Working himself to exhaustion, Honoré Fragonard died with his century in 1799. In his funeral oration, the director of the School of Health said of him, completely dedicated to his anatomical occupations, he imagined and invented the pieces which he sincerely desired us to see.
But he wrote nothing, and it could be said of him that he spoke to the eyes. As he said to anyone who talked to him about his exhibition room, "Come and see." By means of his écorché, we can observe the creation of a scientific art, such as Fragonard practiced it, cutting away at dead bodies in the loneliness of the dissecting room, revealing the secrets of the human body. These flayed specimens remain a precious testimony to a century which overturned society and completely transformed Western civilization, changing our way of thinking and our relationship to knowledge.